premier, c'est l'usine du futur. Et donc, on va faire un retour dans le temps pour regarder finalement cette usine. Ben, puisque on récupère l'histoire maintenant des années de travail, comment ça s'est mis en œuvre au sein, donc on va regarder l'usine, au sein de l'usine, comment ce qu'on va vivre maintenant, ben, finalement est né. Donc si on regarde au début, on va regarder une organisation au début du XXe siècle avec finalement un environnement commercial stabilisé. On est au début, on va prendre par exemple l'exemple américain des Ford T par exemple, où tout le monde avait envie d'acheter une voiture et que cette voiture, ben, finalement, elle était noire pour tout le monde, elle avait la même forme, donc c'était stabilisé. Et on était dans un environnement avec un marché régulier. Ce marché était stable, on utilisait les rendements, les coûts de production. On était vraiment dans cette démarche d'organisation scientifique du travail. Alors, comment c'était vécu dans l'usine? Dans l'usine, tout simplement, on avait des experts, une équipe de direction qui allait planifier le travail. Et puis, ce travail donc, n'était... Alors, la hiérarchie portait le sens finalement, puisque on était sur je vais réfléchir à comment organiser mon usine et puis après je vais découper mon travail, le donner à réaliser. On était dans une culture de l'excellence. Et puis, on avait un petit écart qui commençait à se faire entre le travail prescrit et le travail réel, puisque les patrons dans les bureaux ou les ingénieurs dans leurs bureaux n'étaient pas devant les machines. Donc, on avait un petit delta, mais il n'était pas très, très, très grand. Donc, on avait mis en place des systèmes de contrôle pour s'assurer qu'on pouvait réduire ces écarts. Et puis, on commençait à avoir du reporting, mais les problèmes étaient résolus en haut par les experts, par la hiérarchie. Donc ça, c'était au tout début. Puis après, si on continue dans le temps, finalement, le marché s'est accéléré. C'est-à-dire que la voiture, ben, on la voulait plus noire, on voulait 4 portes, 5 portes, ainsi de suite. On voulait pouvoir choisir l'intérieur, ainsi de suite. Donc ça a commencé à devenir un peu plus complexe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On avait un marché volatile. Et ce marché volatile était porté par des nouvelles attentes des clients. On commençait à être un peu plus exigeant que tous le même modèle et la même couleur. Donc on a ajusté la demande, c'est devenu très variable. Donc l'équipe de direction a commencé à être sollicitée de plus en plus. Il y a un boom des sollicitations. On a commencé à saturer finalement leur capacité à prendre des décisions. On a commencé à prendre du temps pour cette décision-là. On a ralenti les décisions. On a affaibli la pensée stratégique puisque finalement on était en équipe de direction obligé de résoudre le quotidien. Donc on n'avait plus le temps de se projeter. Donc et puis on perdait le sens parce que justement à courir sur l'opérationnel, même les top managers qui avaient la vision stratégique commençaient à perdre aussi cette vision stratégique. Donc on a perdu de sens. Et puis on a commencé à dire finalement on va plus produire. Ah non, attendez, on va moins produire. Hein, pourquoi? On va vous mettre en chômage technique. Ah non, voilà. Donc on avait des injonctions contradictoires et on a commencé à finalement imposer une souffrance aux opérationnels parce que sans leur donner de sens avec des injonctions contradictoires, à un moment, ils se sont dit mais on ne voit plus où on va et puis en plus, moi je ne peux plus organiser ma vie de famille, donc ça a commencé à devenir très compliqué. Et on a commencé à avoir une complexité des opérations avec un écart grandissant entre le travail prescrit et le travail réel, puisqu'on me demande de faire des choses, mais comme on ne sait pas exactement la réalité de mon travail, moi je vais m'en occuper et je vais trouver comment réaliser mieux mon travail. Et là, on ne sait plus ce qui se passe en fait. On a des équipes de direction qui ne sont plus du tout conscientes de ce qui se passe dans les ateliers. Et donc là, c'est le grand écart. Mais comme on s'en rend compte de temps en temps, parce qu'on voit bien que les chiffres ne sont pas toujours bons, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter des contrôles. Et donc, on va faire exploser les frais de structure, puisqu'on rajoute des contrôles pour s'assurer que ce qu'on dit de faire est bien fait. Et donc là, on s'emballe. Et on multiplie donc les normes, les structures, les contrôles, et ainsi de suite. Et puis, on augmente la complexité de l'organisation parce qu'on met des tuyaux à droite à gauche et on crée des fameuses usines à gaz. Donc ça, vous voyez ce que c'est. Et puis, au niveau des opérationnels, les opérationnels, ils sont résignés parce qu'ils ont dit, OK, on a compris, on nous dit de faire ça, puis finalement, c'est pas adaptable, on fait un autre truc, on fait se taper sur les doigts. Les vrais problèmes, les trucs, ça avance jamais, donc il y en a marre. Donc voilà, et finalement, on arrive à une solution où on va crisper un système et on ne fait pas de gain de productivité, on a un malaise en plus des employés. Donc on se dit, finalement, comment on fait?
Comment on fait pour arriver à un petit peu dégripper ce système qu'on a réussi à gripper? Donc notre solution, en fait, c'est adapté à notre histoire. On s'est dit, on voudrait responsabiliser les équipes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, leur rendre du pouvoir, rendre aux équipes et aux employés du pouvoir sur leur travail, leur rendre leur travail, en fait. Parce qu'on a eu un petit peu, on en a parlé tout à l'heure avec Aurélie, ils ont le sentiment d'avoir perdu du sens dans leur travail et d'avoir perdu finalement leur travail. Donc là, c'est juste rendre le travail aux employés, aux salariés, aux collaborateurs. Donc comment on fait ça? Donc on a un modèle, donc le modèle Michelin de la responsabilisation, qui est basé sur la définition en fait proposée aux équipes d'avoir des décisions au plus proche de l'action. Donc rendre le travail aux employés et leur proposer tout un environnement, on va le voir, pour pouvoir finalement décider que la décision soit faite au plus proche de l'action, qu'ils puissent partager aussi la définition, on va le voir, des objectifs. C'est-à-dire que les équipes de direction, bien sûr, vont toujours être en direction et en stratégie, mais vont être vers, on va remettre en place les échelles de temps. Stratégie, tactique, opérationnelle. Chacun avec bien sûr des maillons entre, mais chacun avec un rôle. Et quand on a une perte de décision stratégique, ça se ressent aussi dans les opérations, mais ce n'est pas au top manager d'aller vérifier si les opérations se passent bien. Donc on remet les échelles de temps. Donc stratégique, tactique, opérationnelle, avec en stratégie finalement des macro-orientations et des principes clés. Après, on va bien sûr augmenter cette capacité à traiter les aléas. Et pour pouvoir faire ça, il faut aussi, auprès des opérations, pouvoir avoir des équipes qui sont formées. Donc, on va descendre finalement le principe de décision, puisque le principe de décision, à un moment, n'était détenu que par les top managers. On dit, mais non, on arrive, pour pouvoir enlever ce goulot d'étranglement, à redistribuer la capacité de décision sur toutes les échelles, et pas seulement le top management avec ses problématiques de temps, puisqu'on remonte les décisions pour validation. Donc on se dit, dans un périmètre qu'on va définir, on va permettre des décisions, et les décisions seront prises au plus proche des opérations. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi essayer de traiter les aléas où ils arrivent, plutôt que de les faire escalader. Donc, on va redonner du pouvoir de décision aux opérationnels pour traiter les aléas dans un périmètre qu'on aura défini avant, le plus rapidement possible. Pour éviter justement d'avoir un enlisement des situations, il faut pouvoir décider de ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'est aussi un des principes. Après, on va... alors ça, ça a été c'est un point difficile. Finalement, c'est ces managers qui ont eu l'habitude de tout gérer. On va leur demander de ressortir du territoire de décision pour certains sujets qui auraient été au préalablement définis. Donc, on va manager par l'intention. C'est-à-dire qu'on va demander aux managers de rester sur le pourquoi on fait ça et sur l'illustration des résultats attendus, mais de manière assez concrète, pour que les équipes puissent, elles, imaginer le quoi et le comment. Alors qu'avant, on définissait tout. C'est-à-dire que le manager, sans donner forcément le pourquoi, parce qu'il l'avait en tête, allait être prescriptif sur le quoi et sur le comment. Donc, et sans forcément avoir une illustration bien précise du résultat attendu. Donc, en étant prescriptif sur le quoi et le comment, il s'attendait à avoir le résultat attendu, sans l'indiquer, en fait. Alors que là, on dit non. Pour pouvoir laisser la créativité aux équipes et leur donner plus d'autonomie, vous allez expliquer le pourquoi, en faisant bien attention d'aussi bien illustrer les résultats attendus pour que les équipes d'elles-mêmes puissent imaginer le quoi et le comment. Et donc, nos managers doivent apprendre ça, parce que ce n'est pas naturel. On a perdu, finalement, l'habitude d'expliquer pourquoi on devait le faire. Ça prend du temps, ça demande d'être clair, d'être assez simple, et surtout d'avoir aussi une traduction de ce qu'on a en tête sur le résultat. Et le fait de l'exprimer est aussi bénéfique pour les managers parce que ça les aide à éclairer leur vision, à pouvoir partager. Donc, on fait un travail sur les managers aussi. Donc, les employés retrouvent du sens. Ils vont aussi participer à définir leurs propres règles. C'est-à-dire que dans leur environnement de travail,
comme c'est eux qui vont avoir à la subir, on va dire plutôt que ça vous tombe du ciel, ben, vous allez entre vous, collectivement, définir vos règles de pratique. Et ça leur redonne aussi une capacité d'avoir un levier sur leur travail. Et puis ils les respectent mieux puisque c'est eux qui les ont dictés. Donc c'est pas ils nous embêtent, ils nous ont encore demandé ça. On le fait en sécurité par exemple parce qu'on sait très bien que derrière si on se fait mal, ben, on est le premier impacté. Donc on va avoir un rapprochement du travail réel et du travail prescrit puisque on définit nous-mêmes nos propres règles. Donc en général on va les suivre, sinon on les fait bouger. Fierté du travail bien fait, et puis on manage, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par le résultat. Donc on va réduire les reportings, puisque tout va se faire plutôt dans les opérations, basé sur la confiance. On va réduire, parce que c'est pas magique non plus, il n'y a pas une baguette magique, donc on va réduire les reportings. On va être capable de maîtriser des frais de structure, parce qu'on aura moins d'équipes de reporting. On va donner le pouvoir à ceux qui détectent des problématiques de pouvoir les résoudre en termes de compétences, de moyens, ainsi de suite. On développe les compétences, voilà. On engage les personnes, on va beaucoup plus vite, on est plus agile et plus réactif. Et le tout, finalement, c'est la simplification de l'expérience employée. Puis c'est ce qu'on cherche. L'employé, on le disait aussi, il recherche de la fierté dans son travail et d'avoir les moyens de pouvoir être fier de son travail, heureux et fier de son travail. Donc c'est là on va rendre finalement du bonheur au travail. Et j'y crois beaucoup plus qu'au baby-foot dans la salle de repos. Désolée, ça c'est ma conviction. Alors, comment on va supporter ces ambitions-là? Alors, on va avoir une double exigence parce que bien sûr, on a commencé aussi à travailler sur l'expérience client. Mais en symétrie des attentions, on va être aussi sur l'expérience employée. Et ça a été vraiment un levier que j'ai pu utiliser en interne pour convaincre finalement les top managers aussi d'investir sur l'expérience employée. Parce que si c'est clair pour eux, pour l'expérience client, c'est pas toujours intuitif de se dire que si finalement, on a souvent l'idée de se dire que l'entreprise a pour vocation de faire des bénéfices, de faire de l'argent. Chez Michelin, on a la chance d'avoir eu toute une histoire humaniste qui nous permet de dire mais c'est pas au détriment des salariés. Et donc, oui, on va faire du bénéfice parce qu'on veut être là encore longtemps et on veut équiper longtemps vos voitures, vos camions et autres. Mais on veut aussi que ce soit fait avec nos salariés et pas au détriment des salariés. Donc ça, finalement, c'est passé par cet angle-là, de se dire on a cette symétrie. Oui, on fait attention à nos clients, on fait attention aussi à nos salariés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire se mettre dans ce chemin et cet ADN d'entreprise, hein, puisque, bon, j'en parlerai une autre fois parce que sinon ça va prendre du temps aussi, mais on a toute une histoire d'expérience employée depuis des années à Clermont-Ferrand, le siège, et donc il y a une culture, hein, donc c'est poursuivre cet héritage, et ça donne du sens aussi aux collaborateurs de savoir que c'est ancré dans l'entreprise et que ça va perdurer, que c'est pas quelque chose malgré les transformations qui va disparaître. Donc ça, c'est rassurant. Bien sûr, on a des défis industriels hein, et on doit les lever. Hein. Être une industrie en France et rester français, c'est difficile, hein, bien sûr, parce qu'on a les Chinois, on a les Indiens, on a l'Amérique du Sud aussi qui commence à grignoter des parts de marché. On part de la dynamique du collaboratif qu'on veut développer parce que l'autonomie, quand on travaille sur l'autonomie avec les équipes, c'est pas finalement l'individu qu'on va développer. Bien sûr qu'il va se développer, mais il va se développer au sein d'un collectif. Et c'est ce collectif-là qui est rassurant et qui crée du lien pour l'employé en termes de compétences, de partage de savoir. Et ça va être une des bases, un fondement. Donc on a bien sûr le jeu en tant qu'individu, comment je me développe, mais on a aussi le collectif et l'entreprise, comment l'entreprise apporte des moyens pour le développement individuel et collectif. Et comme on a changé d'époque, bien sûr, le digital va s'intégrer dans l'organisation du travail. Et ce n'est pas le digital qui impose l'organisation du travail. Et là, on fait attention à ce que on ait le temps de la réflexion avant l'adoption des outils, puisque c'est l'organisation du travail qui va découler sur l'utilisation des outils et pas l'inverse.
Donc, pour pouvoir faire ça, finalement, on va faire un focus sur le collaboratif. Et on sait que, donc vous connaissez sans doute ce schéma qui dit que finalement, on apprend en pratiquant. Et c'est une pratique, justement, qui va être valorisée par ce collectif, par un partage de compétences, un partage de connaissances et d'informations. Donc, quand on travaille sur l'autonomie des équipes, on va travailler, bien sûr, à leur donner une vision, et une mission pour que leur mission s'inscrive dans cette vision. On va faire attention à ce qu'ils définissent entre eux des comportements, des principes d'action et toute une définition des ressources dont ils ont besoin pour être en autonomie. Donc, bon, bien sûr, ça va être un budget, mais ça va être aussi des compétences et aussi de l'information. Parce que pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir être compétent, il faut partager de l'information, partager du savoir, partager des bonnes pratiques. Et là, le digital va nous aider, puisque, comme on l'a entendu, c'est vraiment un canal qui, en transverse, en horizontal et en vertical, permet de partager tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas partager avant. On n'avait pas accès à ces informations-là. Elles étaient au top management, au management, à la maîtrise, mais on n'avait pas les informations pour pouvoir être autonome. Donc, c'est capital d'avoir l'information qu'il faut au bon moment pour pouvoir décider. Donc, les talents, les compétences, méthodes et outils vont être au cœur vraiment de ce collaboratif pour pouvoir apporter à l'employé la capacité de prendre des décisions, d'être bien dans l'équipe, et puis aussi de se développer. On a un système en interne pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences, aller les chercher, les partager, et c'est ça qui va valoriser les personnes. Donc, le collaboratif reste crucial. On sait qu'on est dans une époque aussi où l'individu a besoin d'être personnalisé. Donc, on ne veut pas tout noyer dans le collaboratif. On va faire attention aussi à ce que l'individu puisse se développer, mais puisse avoir plus, on va dire, la capacité d'être en capacité de prendre des décisions d'orientation. Donc, le collaboratif qui va développer et l'individu qui, au sein de ce collaboratif, va aussi se développer, et que le parcours ne sera pas linéaire pour tout le monde. Il va pouvoir justement évoluer en fonction des attentes de chacun, en fonction des périodes de la vie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes non plus en fonction des périodes de la vie, en fonction de la personne que l'on est aussi. On a des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Donc, on va faire attention de développer les personnes au sein du collaboratif au bénéfice des personnes et de l'entreprise. Donc, c'est cet équilibre-là que l'on va chercher. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Après, ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est que, tu en as parlé aussi, Aurélie, c'est le rôle du manager. C'est-à-dire qu'on a fait un choix fort, parce que vous avez entendu parler des entreprises libérées, de l'holacratie, ainsi de suite. On s'inscrit, alors bien sûr on s'est inspiré, on en a discuté, on est en relation, mais on a défini notre propre modèle Michelin de responsabilisation avec un management fort, parce que le management va être là pour accompagner les équipes. Alors, ce ne sera pas le même rôle qu'on va dire qu'au siècle dernier. On est plus dans un manager qui apprend à laisser le terrain de la décision sur certains domaines, mais il va le travailler avec l'équipe. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle les domaines réservés. Donc, c'est un dialogue entre l'équipe et le manager, disant, bon, voilà les activités de notre périmètre, voilà ce qu'on a à faire, et on va définir finalement ce que, entre guillemets, se réserve le manager. Donc, ça peut être, par exemple, les plannings, ça peut être les ressources, et ce qu'il va déléguer à l'équipe. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en général, quand on fait travailler les équipes et les managers sur ces terrains-là, c'est-à-dire qu'on demande aux managers, alors bien sûr, on met tout le monde d'accord sur les activités de l'équipe,
Et on demande au manager, qu'est-ce que tu veux garder? Et puis on demande à l'équipe, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous donnez au manager? Ainsi de suite. Et puis après, quand on confronte les copies, des fois, on a des surprises parce que le manager va en donner beaucoup plus et l'équipe dit non, ça tu t'en occupes. Et après, justement, c'est un dialogue entre l'équipe et le manager et avec une argumentation parce que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on veut s'en occuper ou pas. Parce que peut-être qu'il y a des freins. Des fois, les équipes disent oui, mais là, c'est à toi de le décider parce que nous, on n'a pas les galons. On ne va pas réussir à, par exemple, avoir des budgets ou des choses comme ça. Donc c'est très intéressant et c'est instructif pour les deux. Donc on fait ça et puis une fois qu'on a fait ça, on va justement définir avec l'équipe après comment ils vont se comporter entre eux. Donc les règles de comportement, les principes d'action de la structure et puis est-ce qu'ils estiment avoir les compétences parce que ça va passer par là. À partir du moment où on ne faisait pas une action et qu'on va devoir prendre des décisions, il va bien sûr falloir acquérir les compétences pour pouvoir devenir compétent dans ce domaine-là et prendre les décisions. Donc monter en compétences, comment on aide. Et puis, alors on a un triangle chez nous qui va être le manager, on va avoir les équipes support et l'équipe. Parce que c'est important que tout le monde soit aussi à sa place dans ce nouveau territoire. Donc, on va partager aussi avec les équipes support qui sont là pour apporter leur soutien et leurs compétences. On va les redéfinir parce que ces équipes support avaient souvent tendance à déresponsabiliser aussi les employés. Donc, on va travailler avec eux pour qu'eux aussi puissent accepter de passer une partie de leurs compétences aux équipiers pour que les équipiers montent en compétences. Donc ça va chambouler ce triangle-là. Donc finalement, il faut repositionner ce triangle-là. Et une fois qu'on a fait ça, on fait attention à avoir donc des feedbacks fréquents pour ne pas mettre en difficulté les équipes, bien voir si l'acquisition des nouvelles compétences se fait petit à petit et sans problématique, sans douleur au niveau de l'équipe. Et donc, on accompagne en feedback, on écoute les équipiers, savoir s'ils veulent rester dans cette structure, en sortir, si quelqu'un d'autre arrive. Donc voilà en gros les étapes clés de cette montée en autonomie. Alors bien sûr, ça fait des années qu'on y travaille et on est au milieu du gué parce que de toute façon, il faut toujours s'adapter en fonction de l'environnement. On est dans un environnement fluctuant, on a l'intelligence artificielle qui arrive, qui remet aussi en question beaucoup d'organisations, mais on garde nos piliers, la personne, l'équipe et puis l'entreprise. Merci.